Tu ne t'en sortiras pas, dit la vieille femme. Ils vont venir te chercher. Ils vont t'emmener. Marine soupira. La vieille avait visiblement perdu la tête depuis longtemps. Ses paroles ne méritaient pas d'être prises au sérieux, mais c'était quand même désagréable à entendre. « Pourquoi vous croassez comme ça ?» s'indigna-t-elle. « Quelle bêtise !» Tout cela se passait dans le village de Corbeau, où Marine et Lucas louaient une maison pour l'été. Bien sûr, il aurait été préférable de se reposer au bord de la mer, mais les finances n'étaient pas aussi bonnes qu'on l'aurait souhaité. Marine avait démissionné en avril et ne parvenait pas encore à trouver un nouvel emploi. Elle avait décidé qu'il ne servait à rien de chercher pendant l'été. Mieux valait se reposer. Elle avait travaillé 2 ans sans vacances dans un magasin d'optique. En août, avec des forces renouvelées, elle recommencerait à chercher. Lucas, lui, n'avait pas été licencié, mais le nombre de commandes avait diminué et il gagnait moins qu'avant. Apparemment, en période difficile, il y a des choses que les gens préfèrent remettre à plus tard, et les luminaires en faisaient partie. Bref, ils avaient décidé de louer une maison de campagne pour l'été. Marine y vivrait en permanence. Lucas viendrait le week-end, puis prendrait ses vacances et s'installerait lui aussi à la campagne. Au départ, leur choix s'était porté sur les lotissements de banlieue, nombreux aux alentours de Clermont. Mais il avait fallu abandonner cette idée. Si le prix était raisonnable, la maison, une baraque en préfabriqué, avec les sanitaires dehors, et un terrain minuscule, n'offrait pas de quoi s'étaler. Et si la maison était convenable, le plaisir d'y habiter coûtait aussi cher que les vacances à la mer dont ils n'avaient pu profiter. Samedi, ils avaient fait le tour des environs et étaient tombés sur le village de Corbeau. Une rivière, une forêt, des maisons modestes et soignées, des paysages charmants et pittoresques. Et à 40 minutes de la ville seulement, pas mal. Et la direction n'était pas très fréquentée, donc pas d'embouteillage sur la route. « Ah, si seulement on pouvait louer quelque chose ici », avait dit Marine. « Attends, on va se renseigner », avait promis Lucas. Il était pratique et intelligent. C'est pourquoi il s'était dirigé vers la petite épicerie du village, estimant que si quelqu'un du village louait un logement pour l'été, on le saurait sûrement là. Il ne s'était pas trompé. On a de la chance. En général, personne ne veut traiter avec des gens de la ville. Ils ne louent jamais rien pour l'été. Mais je suis tombée sur une certaine Sandrine. Elle m'a donné son adresse. Elle arrive aussi, annonça Lucas en savourant la fraîcheur climatisée de l'habitacle. Allons-y. Sandrine s'avéra être une femme agitée et un peu nerveuse, d'une 40aine d'années. « Oui, dit-elle, je loue la maison. Je l'ai héritée de ma grand-mère. Je la remets en ordre. Vous pouvez emménager à partir du 6 juin. C'est-à-dire que la maison n'a jamais été louée auparavant ?» précisa Lucas, et obtint une réponse négative. « Et votre grand-mère est morte dans la maison ?» demanda Marine. « Vous êtes superstitieuse ou quoi ?» haussa un sourcil Sandrine. « Non, » répondit Lucas à la place de sa femme. Marine plaisante. Il lança un regard éloquent à sa femme. « Le loyer est correct. La maison est solide et bien entretenue, avec un jardin et une belle cour spacieuse. Et il y a de la place pour garer la voiture. Pourquoi faire la fine bouche ? Si vous êtes superstitieux, voici un conseil. N'écoutez pas les gens du coin. Ils sont tous un peu toqués ici. Ils se sont inventés toutes sortes d'histoires. Des gens rustiques, sans éducation. Je venais voir ma grand-mère de temps en temps, et elle me bourrait constamment la tête avec ses fables. Et d'ailleurs, ma grand-mère est morte à l'hôpital. » Marine rougit légèrement. Bref, ils louèrent la maison, payèrent 2 mois d'avance. Lucas signa même quelques documents. Marine n'y prêta pas attention. « Je ne viendrai pas vous déranger, » dit Sandrine. « Vous avez mon numéro, appelez si besoin. Moi aussi j'habite à Clermont d'ailleurs. » Ainsi, mercredi,
Marine emménagea à Corbeau. Lucas l'aida à s'installer et rentra en ville. Il dit qu'il arriverait vendredi soir pour le week-end. Jeudi, il plut. Pas de chance. Impossible de sortir de la maison. Mais vendredi, le temps s'améliora. Et pour le week-end, on promettait du beau temps, ensoleillé. Lucas arriva. Les époux passèrent quelques jours ensemble. Et lundi, il repartit jusqu'à vendredi. Pendant que son mari était là, ils ne sortirent guère de la maison, si ce n'est pour un court trajet à la rivière. Quand Marine se retrouva seule, elle s'ennuya et décida de se promener dans le village pour voir. La plupart des habitants semblaient être des personnes âgées. En tout cas, Marine ne croisa aucun jeune. Les rues étaient vides et silencieuses, désertes. Même les chiens semblaient amorphes. Ils n'aboyaient pas, ne venaient pas renifler l'étrangère, ne remuaient pas la queue. D'une maison sortit une vieille dame, petite, ronde, toute grise. « Qu'est-ce que tu fais à te promener par ici ?»« Bonjour, mon mari et moi avons loué une maison pour 2 mois. Je me promène. » La vieille s'approcha. « Tu te promènes donc ? C'est chez Sandrine, non ? Dans un village, tout le monde sait tout sur tout le monde. »« Oui, c'est chez elle. Je m'appelle Marine, ravie de vous rencontrer. Appelle-moi la mère Margot. C'est comme ça que m'appelle mon petit-fils. » « Et Sandrine t'a parlé de nos coutumes ?» Marine se souvint dans quel contexte Sandrine en avait parlé et préféra dire que non, elle n'en avait pas parlé. Il s'est passé quelque chose autrefois. Les choses sont devenues difficiles par ici. Les gens du coin savent, mais se taisent. Ils font attention. On a l'habitude de vivre à notre façon. On n'accueille pas vraiment les étrangers. Et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils peuvent tout gâcher. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On te l'a dit, les étrangers ne peuvent pas comprendre. Tu entendras des choses et tu n'y croiras pas. Tu iras colporter des histoires. Qui y gagne ? Certainement pas nous. Toi, tu es venu et tu repartiras, pars en paix. Sandrine était bizarre. Je ne sais pas ce qui lui a pris de vous laisser entrer. La vieille parlait de façon confuse, racontait des sornettes évidentes. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans ses paroles, ce qui empêchait d'envoyer la vieille folle promener et de partir. Vous avez dit qu'il y a des coutumes, lesquelles ? Pour que je ne les enfreigne pas par inadvertance. La mère Margot regarda Marine attentivement. Toi, écoute, ne rôde pas dans les environs. Reste au village, va à la rivière, dans le petit bois près du village, et ça suffira. Et dans 1 mois ou 2, partez comme il faut, et ne revenez plus, vous n'avez rien à faire ici. L'hospitalité était franchement débordante. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, c'est ça, tu seras mieux portante. Marine comprit qu'elle n'en saurait pas plus, et demanda si elle pouvait acheter du lait, de la crème fraîche et des œufs frais à quelqu'un du village. « Chez moi aussi tu peux, » dit la mère Margot, et cita un prix tout à fait correct. « Je te les apporterai moi-même. » Elles convinrent des jours de livraison, se dirent au revoir et se séparèrent. Marine ne vit pas que la mère Margot, la regarda longtemps partir et marmonnait quelque chose dans sa barbe. Après cette conversation avec la mère Margot, elle n'avait guère envie de fréquenter les habitants du village. D'ailleurs, Marine passait de toute façon un excellent moment. Elle lisait dans le hamac au jardin ou regardait des vidéos. Elle dormait autant qu'elle voulait, mangeait ce qui lui plaisait. Elle alla une fois dans le petit bois dont avait parlé la mère Margot. Bof, rien de particulier. La rivière s'avéra peu profonde, l'eau un peu trouble et tiède. Marine ne savait pas nager. Elle entrait dans l'eau, se trempait et allait se faire bronzer. Et 2 jours plus tard, elle fit ce que la vieille superstitieuse lui avait défendu de faire. Elle rôda, pour ainsi dire,
dans les environs. Cela arriva par hasard. Lassée de rester allongée sur la berge, Marine décida de se promener le long de la rive. Elle était perdue dans ses pensées, marchant et marchant sur l'herbe, savourant le soleil, la légère brise et la tranquillité. Et puis elle vit au loin un sentier, ou plutôt une route étroite. La route s'éloignait de Corbeau, et on y passait visiblement peu souvent, mais elle n'avait pas encore eu le temps d'être entièrement envahie par l'herbe. La curiosité est un vilain défaut. Difficile de résister à ce sentiment puissant. Et Marine se mit en route pour voir où menait le sentier. Il allait dans la direction opposée à la ville et s'enfonçait dans la forêt. Au bout d'une quinzaine de minutes, Marine constata avec surprise qu'elle se trouvait dans un cimetière. Il semblait qu'on y enterrait encore des gens, comme en témoignaient les dates sur les croix et les pierres tombales. On ne voyait pas pourquoi la mère Margot avait mis en garde. Le cimetière avait l'air ordinaire, et si l'on n'avait pas de préjugés particuliers, si l'on n'avait pas peur des sépultures, on pouvait même y trouver une certaine sérénité. Le cimetière était entouré d'une clôture basse. Le portail était fermé à clé. La clôture était basse. On aurait facilement pu l'enjamber, mais Marine ne le fit pas. Pourquoi s'introduire là où l'on n'est visiblement pas invité? Bon, il était temps de partir. Marine n'eut cependant pas le temps de s'en aller. Elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Le long de la clôture, sur le sol, s'étendait une bande. Une poudre était répandue. Marine regarda de plus près et pensa que c'était du sel mélangé à quelque chose. De la cendre, sembla-t-il. De plus près de la poudre, un fil était tendu. Un fil de laine noire. Fin, tendu, très serré. Curieux, à quoi tout cela servait-il? Marine se redressa et se frotta les reins avec les paumes. Puis elle repartit en sens inverse. Mais elle n'avait pas fait quelques pas, qu'elle vit encore autre chose. À un arbre était accrochée une clochette en céramique, et à l'arbre voisin aussi, et encore à côté. Quand Marine s'était dirigée vers le cimetière, elle n'avait pas vu les clochettes, parce qu'elles étaient fixées du côté du tronc, tournées vers le cimetière. C'est pourquoi Marine ne les avait pas remarquées. Et maintenant s'offrirent à sa vue des dizaines de clochettes, des plus grandes et des plus petites, en céramique, en porcelaine, en métal, des toutes simples et des peintes, des ouvragées, ornées de petites pierres. Marine se promenait entre les arbres et regardait. Jamais elle n'avait rien vu de pareil. Et une clochette lui plut tellement qu'elle décida de l'emporter comme souvenir. Et elle était incroyablement élégante. Toute sa surface était ornée de feuilles d'érable, avec des incrustations de minuscules grains d'ambre. Marine la prit dans ses mains, et la clochette tinta doucement et mélodieusement. « Mais qu'est-ce que c'est joli !» s'émerveilla-t-elle. « Il y a des dizaines de clochettes. Ça ne changera rien si elle en prend une seule. Personne ne le remarquera. » Mais il lui vint quand même à l'idée qu'elle pouvait laisser quelque chose en échange de ce qu'elle avait pris. Marine ôta de son poignet un fin bracelet de perles et l'accrocha à l'arbre. Ce geste lui parut symbolique, juste. Elle rentra chez elle de bonne humeur. Le soir approchait. Marine, comme d'habitude, appela son mari et lui parla du cimetière et des clochettes. « Je n'ai pas pu résister, j'en ai pris une. Quand tu viendras, on ira absolument y aller ensemble. » « Oh, tu verras toi-même, c'est vraiment merveilleux, tellement insolite, mystérieux. Écoute, je ne pourrai pas venir. Ce week-end, on travaille samedi. Et dimanche, j'avais promis de passer chez mes parents. Tu ne m'en voudras pas ?» Elle ne fit pas la tête et ne prit pas ombrage, bien qu'elle manquât évidemment à son mari et eût compté sur sa venue ce week-end aussi. « Ouais, tu t'es débarrassée de ta femme, loin des yeux, loin du cœur, » dit Marine d'un air faussement fâché. « Tu me manques terriblement.
Que veux-tu? Mais bientôt je serai en vacances et on sera ensemble. Et tu sais, quelque chose heurta la fenêtre. Pas un coup frappé, plutôt comme si quelque chose s'était projeté dessus. Un oiseau peut-être? Ou quelqu'un avait lancé un caillou? Marine tendit l'oreille. Le bruit ne se répéta pas. Un peu plus tard, elle prit congé de son mari, fit le tour de la maison, vérifia les fenêtres. Rien de cassé ni d'endommagé. La porte d'entrée était fermée à clé. Il ne s'était rien passé. Pourtant, pour une raison inconnue, elle avait le cœur inquiet. Mais c'était sans doute parce que Lucas ne viendrait pas. Marine se retourna longtemps sans pouvoir dormir, puis sombra dans le sommeil et n'entendit pas la clochette qu'elle avait accrochée à la poignée de la porte, se balancer soudainement et tinter toute seule. Marine se réveilla de mauvaise humeur, la tête lourde. Elle n'avait pas encore eu le temps de se laver que la mère Margot arriva, apportant la crème fraîche et les œufs comme convenu. Sans y être invitée, elle entra dans la cour, puis dans la maison. Marine la vit déjà sur le seuil. Impossible de la chasser. Étonnée par les mœurs simples de la campagne, Marine remercia sa voisine, lui tendit l'argent, et celle-ci fixa son regard sur la clochette accrochée à la poignée de la porte. D'où ça vient? Tu as complètement perdu la tête? Pourquoi tu as ramené ça chez toi? Ne criez pas, qu'est-ce qu'il y a? Quelle tragédie! Je t'ai dit de ne pas rôder dans les environs. Tu n'as pas écouté, tant pis pour toi. On ne t'a pas appris à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et d'ailleurs, j'ai laissé quelque chose en échange. La vieille écarquilla les yeux. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle idiote! Et elle ajouta quelque chose de franchement extravagant. Maintenant, tu ne t'en sortiras pas. Ils vont venir te chercher. Ils vont t'emmener. C'est là que Marine s'indigna et lui dit d'arrêter de croasser. Et la mère Margot hochait la tête, se signait et reculait vers la sortie. Elle n'expliqua rien et s'en alla. Cette scène n'améliora pas l'humeur, mais finalement, Marine décida de ne pas penser au mauvais. Chacun a ses lubies et elle n'était pas superstitieuse. La journée se passa comme d'habitude, sauf que le temps se gâta à nouveau et qu'elle dut rester à la maison. Et le soir, un bruit retentit à nouveau. Marine s'approcha de la fenêtre et ne vit personne. Certes, il lui sembla qu'une ombre sombre glissa dans la cour, mais peut-être avait-elle imaginé. Par précaution, ayant tiré les rideaux, Marine s'installa dans le fauteuil. Elle prit son téléphone pour jouer ou faire défiler le fil des réseaux sociaux. Mais elle n'eut le temps de faire ni l'un ni l'autre. On frappait à une fenêtre, puis à une deuxième, puis à une troisième. C'était comme si quelqu'un faisait le tour de la maison, en passant d'une fenêtre à l'autre, frappait et continuait. Et puis on cogna, on tambourina à la porte d'entrée. Marine n'en put plus et cria de peur. Puis elle décida qu'il fallait montrer qu'elle n'avait pas peur. Elle courut jusqu'à la porte et dit d'une voix forte : « C'est quoi ce vandalisme? Partez immédiatement, j'appelle la police. » On ne lui répondit pas. Derrière la porte, c'était calme, et on ne frappait plus aux fenêtres non plus. Marine essaya de se calmer. Peut-être appeler son mari, lui demander de venir, mais apparemment, rien ne la menaçait, et lui se dépêcherait, irait trop vite, pourvu qu'il n'y ait pas d'accident. Alors peut-être appeler vraiment la police. Mais au lieu de cela, Marine appela Sandrine. « Oui ?» répondit celle-ci. « C'est Marine. Vous avez dit qu'on pouvait appeler si besoin ? » ?»« Ah oui. Il s'est passé quelque chose ? Votre voix… » ?»« Oui, oui, on peut dire ça. » coupa Marine. « Que vous racontait votre grand-mère sur Corbeau ? Vous disiez des légendes, des superstitions. Lesquelles exactement ? » Sandrine était visiblement déconcertée. « Mais qu'est-ce qu'il y a, je vous en prie ? » « Je ne sais pas très bien,
Eh bien, il paraît que le cimetière est particulier, entouré de cercles protecteurs. Et si les cercles sont rompus, les morts se mettent à errer dans les environs. Enfin, quelque chose comme ça. Oh, chassez ça de votre tête. Vous êtes une adulte. Pourquoi croire à des contes? Et c'est quoi ces cercles protecteurs? Je n'en ai aucune idée, mais ma grand-mère interdisait d'aller au cimetière. Quand elle est morte, je suis venue pour l'enterrement, et les gens du coin ont tout organisé eux-mêmes. Et ils m'ont laissé seulement laver la maison et préparer la table pour le repas funèbre. Mais pour l'enterrement, ils ne m'ont même pas laissé y aller. Ils ont dit qu'ils avaient leurs propres règles, de ne pas m'en mêler. Et je ne m'en suis pas mêlée. Sandrine ne put rien apporter de plus, et Marine ne la tourmenta pas davantage avec ses questions. La nuit, elle dormit à peine, car elle entendit sonner la clochette. Ce son doux et mélodieux l'emplit d'horreur. Comment sonnait-elle? Personne ne la touchait. Il n'y avait ni vent ni courant d'air. Pour qui sonne le glas? La phrase lui revint à l'esprit, et la suite, le glas sonne pour toi, surgit aussi dans ses pensées. Ayant à peine attendu l'aube, Marine se précipita chez la mère Margot. Qu'elle réponde, qu'elle arrête de parler par énigme. Tu as entendu sonner donc, dit tristement la vieille, en écoutant le récit précipité de Marine. Ça fait déjà longtemps que les morts n'ont pas fait sonner les cloches, plusieurs dizaines d'années. Marine attendit la suite. Il y a peut-être 100 ans, ou même plus, il s'est passé quelque chose. Vivait à Corbeau un homme, on l'appelait Jérôme. Il était si cruel, si mauvais, qu'on le prenait même pour un sorcier. On pensait qu'il avait un pacte avec le diable. Il avait beaucoup d'argent et pas du tout de conscience. Il tenait toute la région dans la peur, maltraitait les gens, se livrait même à des meurtres. Mais allez le prouver. Avant de mourir, quand il tomba malade et comprit qu'il allait mourir, il commença à avoir peur d'aller en enfer pour ses péchés. Il pensait les expier en priant, mais ne pouvait pas entrer dans l'église. On dit que dès qu'il franchissait le seuil, il était brûlé comme par un feu intérieur et il rentrait chez lui en courant. Il allait demander pardon aux gens, mais il avait fait tant de mal que tout le monde le fuyait. Personne ne voulait lui pardonner, personne ne s'approchait de lui et les portes se fermaient devant son nez. Alors Jérôme fit ceci. Vivait dans le village un homme du nom de Thomas, pauvre mais appâté par l'argent. Jérôme promit à Thomas de tout lui laisser après sa mort, la maison, le bétail, l'argent, en échange de son accord pour accomplir un rituel simple. Il suffisait, à la mort de Jérôme, de poser au chevet du cercueil un verre d'eau et un quignon de pain, puis, une fois l'enterrement terminé, de boire l'eau et de manger le pain. Le sens du rituel, c'est que la personne engagée mange les péchés du défunt, les prend sur elle en quelque sorte, et celui-ci a ainsi la voie du paradis dégagée. Thomas ne croyait ni au paradis ni à l'enfer. Il accepta. Il voulait tellement s'enrichir. Mais ça ne marcha pas. Les péchés de Jérôme étaient bien trop lourds. Thomas disparut. Un certain temps après, on le trouva sur la tombe de Jérôme, mort. La tombe était déterrée, le cercueil avec le cadavre. Thomas l'avait sorti pour une raison inconnue, et Thomas lui-même était tombé raide mort. Depuis lors, à Corbeau, le calme n'était plus. La terre du cimetière était souillée, et les morts ne pouvaient y reposer. Ils se levaient, ne connaissaient pas la paix. Chaque jour, on trouvait un cercueil déterré, près d'une tombe ouverte. Pire encore, la nuit, les gens voyaient des ombres, errer dans les rues et les cours.
Ils entendaient frapper aux fenêtres et aux portes. Les habitants commencèrent à fuir. Qui aurait envie de voir et d'entendre pareilles horreurs? Et ceux qui ne voulaient pas partir commencèrent à chercher un moyen d'enfermer les morts dans le cimetière. Ils cherchèrent longtemps et finalement, une guérisseuse les aida. Elle créa des cercles protecteurs. « J'ai vu, dit Marine, c'est du sel, non? Pas du sel ordinaire. Il est mélangé à de la cendre, du millepertuis séché, et peu importe. C'est seulement le premier cercle. Le deuxième, c'est le fil de laine, ensorcelé. Et le troisième cercle, ce sont les clochettes. Elles sont toutes par paires. Quand quelqu'un meurt chez nous, on achète 2 clochettes. L'une est mise dans le cercueil, l'autre est accrochée à un arbre d'une façon particulière. On ne peut pas franchir cette frontière, entrer dans ces cercles. Quand on enterre quelqu'un, les gens qui savent suppriment la protection le temps de l'enterrement, puis la rétablissent. On peut venir sur une tombe seulement le 9e jour, le 40e et à l'anniversaire. Et c'est tout. Personne ne va au cimetière. Mais alors, pourquoi continue-t-on à y enterrer? On fermerait ce cimetière une bonne fois pour toutes. Et voilà. Toi, tu es bien pressé. Réfléchis un peu avant de parler. Si on abandonne le cimetière, alors les coutumes et tout ce qui y est lié seront tôt ou tard oubliés. Les années passeront et les cercles seront tôt ou tard rompus. Alors il y aura des malheurs. Non, pour que les coutumes ne soient pas oubliées, elles doivent s'inscrire dans la vie elle-même. C'est plus sûr. Mais pourquoi vous n'avez pas expliqué clairement? Je ne savais pas, commença Marine. Même si tu l'avais su, tu n'aurais pas cru, trancha la mère Margot. Il y a quelques années, il y avait un étudiant. On l'a prévenu selon les règles. On lui a tout dit, comme je te dis maintenant. Et lui, il s'est moqué de nous. Et la nuit, il s'est faufilé en secret au cimetière. Et qu'est-il devenu? Il a perdu la tête, répondit brièvement la mère Margot. Il répétait qu'il venait le chercher. C'est pourquoi je dis, ils vont sûrement venir te chercher toi aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'es pas seulement entré dans le cercle, tu en as emporté une partie, et en plus tu as laissé ta propre affaire. Je ne sais pas, mais je pense que tu as établi un lien avec celui dont tu as pris la clochette. Et cette personne entend à présent dans le monde des morts sonner sa propre clochette, et elle répond à l'appel. Ce qui va se passer maintenant, qui peut le dire? Mais je t'assure, plus personne dans le village n'a rien entendu ni rien vu la nuit, ce qui signifie que c'est chez toi seul que le mort vient maintenant. Et si on demandait à quelqu'un qui sait, vous en avez bien de telles personnes? La mère Margot soupira. Oh, des guérisseuses comme dans l'ancien temps, il n'y en a plus depuis longtemps. Les gens font des gâteaux à Pâques, peignent des œufs, mais combien savent pourquoi? Comment ces coutumes sont apparues? C'est la même chose ici. Comment enterrer, ils savent. Mais pour le reste, la mère Margot fit un geste de la main. Et si on rapportait la clochette? Aucun des nôtres ne prendra en main la clochette d'un mort pour ne pas s'attirer des ennuis. On l'a accrochée pendant l'enterrement, et c'est tout. Mais toi, essaie d'y aller. Tu n'as plus rien à perdre de toute façon. Cela sonnait remarquablement pessimiste, il faut dire. Et la mère Margot regardait Marine, non plus avec colère ni indignation, mais avec pitié, comme une mourante. Marine voulut appeler son mari, lui demander conseil, mais elle se ravisa. Il ne prendrait pas cela au sérieux, et elle-même ne l'avait pas pris au sérieux, jusqu'à ce qu'elle entende sonner la clochette dans la nuit, jusqu'à ce que la main inconnue frappe aux portes et aux fenêtres.
Il dirait que tu as imaginé, que tu as trop pris à cœur les histoires d'horreur locales et tout ça. Bon, il semblait qu'il n'y avait de toute façon pas d'autre issue. Marine rentra chez elle et prit la clochette. Élégante, belle, même d'aspect coûteux. Elle tinta tristement dans sa main. À qui donc appartenait l'autre? Dans quelle tombe reposait-elle? Tout se passa vite et facilement. Marine atteignit le cimetière, trouva l'arbre auquel elle avait accroché le bracelet. Elle voulut remettre la clochette à sa place, mais avant cela, se mit à détacher le bracelet du tronc. Le mince fil craqua et rompit. Les perles se répandirent sur le sol. Marine poussa une exclamation, s'affola, s'accroupit pour tenter de retrouver les petites perles, mais bientôt accepta l'inévitable. Elle ne retrouverait jamais toutes les perles, qu'elles restent là. Elle accrocha la clochette et repartit précipitamment, sans se retourner. Elle aurait sans doute dû être nerveuse et avoir peur, mais pour une raison quelconque, Marine n'éprouvait à présent aucune peur. Le reste de la journée se passa tranquillement. Elle accueillit l'approche de la nuit sans grande anxiété. Peut-être que tout s'arrêterait là. Mais non, ça ne s'arrêta pas. Vers minuit, Marine, qui n'avait pas du tout l'intention de dormir, entendit frapper. On ne frappait pas de l'extérieur. Le visiteur était déjà à l'intérieur, dans la maison, juste derrière la porte de la pièce où se trouvait Marine. Et puis, un léger tintement. Marine se leva et s'approcha de la porte. Elle voulut l'ouvrir, mais se ravisa. Elle sentait que quelqu'un se trouvait derrière la porte, et pour une raison quelconque, il lui semblait que ce quelqu'un ne lui voulait pas de mal. « Qui est là ?» demanda doucement Marine. « Que veux-tu » Et ensuite se passa quelque chose d'extraordinaire. On lui répondit. La voix était féminine, mélodieuse. « Tu as appelé ? Je suis venue. Tu as laissé un don ? Je l'ai accepté. Tu veux, tu me chasseras. Ou bien tu veux, je t'aiderai. » Marine réfléchit. Un don ? C'est du bracelet qu'elle parle peut-être ? Et appeler ? C'est parce qu'elle a pris la clochette ? Et qui es-tu ? Ton amie. Tu m'as réveillée. Tu m'as tirée de ma tombe froide et humide. J'ai longtemps dormi. Je me suis ennuyée. Tu veux que j'aide ? Dis-le. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Et en quoi peux-tu m'aider ? Les morts n'ont de secret pour personne. Les morts savent tout, je sais, et je te dirai. Et pourquoi devrais-je te croire ? Ne crois pas, vérifie. Ton mari t'a menti. Samedi à midi, il ne sera pas au travail, mais dans votre maison, et pas seul. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'exclama Marine avec indignation, et sans réfléchir, elle ouvrit la porte. Elle ne savait pas elle-même qui elle s'attendait à voir dans le couloir, qui avait voulu la faire marcher, quelqu'un du coin de toute évidence. Oui, mais le couloir était vide, et la porte d'entrée était fermée à clé, et les fenêtres étaient fermées. Il ne restait qu'une seule explication. L'ami. Alors demain c'était samedi. On pouvait vérifier. Un jour plus tard, Marine se trouvait exactement au même endroit, dans la pièce, devant la porte fermée. Elle attendait son amie, et à minuit, celle-ci apparut. Un léger coup, un tintement mélodieux. Marine s'appuya contre la porte. Presque toute la journée et toute la soirée, elle avait pleuré. Plaisanterie que de surprendre son mari bien-aimé avec sa maîtresse. Marine n'écouta pas les justifications. Elle ordonna au mari infidèle de déguerpir de l'appartement qui lui appartenait, à elle aussi. Sa maîtresse s'enfuit à la hâte et Lucas fit rapidement son sac, en répétant que Marine avait tout mal compris, qu'il arrangerait les choses et qu'on ne pouvait pas décider de quoi que ce soit, sous le coup de la colère.
Marine ferma l'appartement à clé et retourna à Corbeau. Elle avait besoin de retrouver son amie, et celle-ci ne la déçut pas. « Merci, dit Marine. Je vois que tu crois maintenant. Alors tu veux que je t'aide ? On ne sait jamais où on trouve et où on perd. » Son mari infidèle. Marine l'avait perdu, mais il semblait qu'elle avait acquis quelque chose de bien meilleur. « Oui, répondit-elle résolument. Oui, je veux. » À la pensée de la façon dont sa vie pourrait changer, avec une telle aide et une telle conseillère, le souffle lui manquait.